Comme chacun peut le constater depuis quelques années, les politiciens réactionnaires qui sont actuellement au pouvoir font tout leur possible pour complaire aux jérémiades du MEDEF. Se présentant devant les instances patronales, notre brillant Premier ministre a déclaré, il y a moins d'un an, il y a un problème de coût du travail dans notre pays. Moi, je lui suggérerais d'aller se réfugier au Bangladesh, où il n'y a aucun problème de coût du travail. Le problème qui se pose, semble-t-il, de la part de ces gens-là, c'est que les salaires sont trop élevés, qu'il faudrait y avoir une réduction, une modération des salaires, une suppression du SMIC, par exemple, enfin toutes sortes de mesures qui viseraient à diminuer ce qu'on appelle bizarrement le coût du travail, alors qu'il s'agit évidemment de la rémunération des travailleurs. Et le travail n'a pas un coût, c'est lui qui est créateur de richesse. On organise sur un endroit qui m'était cher, c'est-à-dire les chaînes de France Télévisions, des débats à peu près quotidiens, où l'on voit de brillants laquais, qui par ailleurs sont rémunérés par des banques et autres établissements financiers, disserter sur l'intérêt ou non de supprimer le SMIC ou tel avantage social, ou bien de voir si dans une période de pré-déflation, une baisse des rémunérations ne serait pas envisagée pour améliorer le sort de l'économie française, faute d'améliorer le sort des salariés. Or, il est un fait que tous ces braves gens semblent oublier, c'est que la rémunération du travail s'est déjà effondrée, et elle s'est effondrée depuis plus de 30 ans. Toutes les données, quel que soit le mode de calcul que les statisticiens peuvent utiliser, montrent que la part des salaires dans la valeur ajoutée, c'est-à-dire dans la production réelle, la part des salaires dans la valeur ajoutée n'a fait que diminuer entre 1982 et 2007 en France, à des dates un peu différentes dans les autres pays occidentaux. Elle était de 77% de la valeur ajoutée en 1982, elle était tombée à 65% en 2007, elle a remonté un peu depuis. Bon, cette diminution énorme de la part des salaires dans la valeur ajoutée est un phénomène qui assez curieusement est admis dans le monde entier, mais que certains économistes, qui sont d'ailleurs pas très loin d'ici, français, disent non, c'est pas vrai, etc. Alors je vais leur fournir une seule citation de l'un de leurs héros, c'est-à-dire l'ancien président de la Réserve fédérale, Alan Greenspan, donc quand même une autorité pas exactement bolchevique, qui avait déclaré au Financial Times: la part des salaires dans le revenu national aux États-Unis et dans d'autres pays développés atteint un niveau exceptionnellement bas selon les normes historiques. Et alors, il déclarait: c'est une caractéristique très étrange. Alors qu'évidemment, pendant 30 ans, il faisait partie de ceux qui avaient tout fait pour qu'il en soit ainsi. Donc, cette diminution des salaires, diminution de la réduction du travail, de la rémunération du travail, elle a une finalité toute simple. Je ne voudrais pas paraître, alors pour le coup, totalement vieux jeu, mais c'est quelque chose qui s'appelle la lutte des classes. C'est-à-dire que vous avez les propriétaires des entreprises d'un côté, les salariés des entreprises de l'autre. Et donc, si on fait en sorte que les salaires diminuent, c'est pour augmenter la rémunération du capital, comme on dit, c'est-à-dire la rémunération des propriétaires des entreprises, de façon à ce que les dividendes et les profits distribués soient les plus élevés possibles. J'ai remarqué dans les conversations entre nous ou dans les discussions publiques qu'il est toujours de mauvais ton de parler des riches. D'une certaine façon, il n'y a que les humoristes qui ont le droit d'en parler, mais les gens sérieux ne doivent pas parler des riches. Moi, tout de même, je suis tout de même frappé quand on me dit que la rémunération du capital, finalement, est quelque chose d'assez normal, de voir, je vais vous donner quelques exemples que j'ai relevés il y a un an à peu près, un tableau de Francis Bacon, j'ai rien contre Francis Bacon, hein, un tableau de Francis Bacon s'est vendu 142 millions de dollars, une sculpture de Jeff Koons, là je serais moins enthousiaste, mais enfin bon, une sculpture de Jeff Koons, je ne sais pas si vous voyez qui c'est, 58 millions de dollars, un diamant rose qui s'appelle Pink Star,
c'est pas le film, hein. C'est pas la Panthère Rose. Pink Star, 83 millions de dollars, un bidule gros comme ça. Une Ferrari de collection, 38 millions de dollars. Bon. Tous ces objets ne sont pas vendus à des fonds communs de placement, ils sont vendus à des familles, à des personnes. C'est-à-dire que quand on constate que les revenus salariaux diminuent, il y a des revenus sous forme de profits distribués qui augmentent, et voilà où ils vont. Et après, on se pose la question de savoir pourquoi l'économie ne va pas. Si on considère le cas français, pour être moins anecdotique, pour avoir des considérations plus macroéconomiques, quand vous observez les 500 premières fortunes françaises, tout au moins ce qu'on peut mesurer, c'est-à-dire ce qui paraît dans la presse à ce propos, les 500 premières fortunes françaises étaient estimées à 330 milliards d'euros en 2013. Bon. Alors c'est un chiffre un peu abstrait. Le chiffre intéressant, c'est que par rapport à 2012, dans le même journal, Challenge pour ne pas le nommer, l'augmentation était de 66 milliards d'euros. C'est-à-dire qu'entre 2013 et 2012, les 500 premières fortunes françaises avaient augmenté de 66 milliards d'euros. C'est-à-dire que c'était l'époque où notre fameux gouvernement réactionnaire était là en train de chercher un milliard par-ci, un milliard par-là, en disant ah, comment on va faire, où est-ce qu'on va trouver, c'est terrible, le déficit budgétaire est épouvantable, où est-ce qu'on fait, etc. 66 milliards d'euros pour 500 familles françaises en un an. Je ne sais pas si vous avez une idée de ce que c'est. 66 milliards d'euros, c'est plus que la totalité de l'impôt sur le revenu, dont on nous explique qu'il est épouvantable, qu'on est tous étranglés, que c'est un cauchemar, etc. Bon, alors qu'entre parenthèses, il est moins élevé qu'il y a 30 ans. Mais bon, c'est plus que tout l'impôt sur le revenu qui a été gagné par 500 familles. Bon. J'ai l'air d'insister un peu lourdement, mais c'est comme on ne le dit jamais, je trouve que ça vaut le coup d'insister sur ce sujet. Incroyable, mais vrai. Alors, comment faire pour augmenter les salaires, justement ? Alors, je me suis livré un petit calcul. Je suis sur la base des données INSEE 2012, parce que les données depuis 2013 ont été modifiées et c'est un peu compliqué pour les statisticiens. Bon, enfin, en attendant, en 2012, ces fameux propriétaires d'entreprises dont on a vu la fortune augmenter, la totalité des propriétaires des entreprises françaises, quand je dis entreprises, je parle de ce qu'on appelle techniquement les sociétés non financières, c'est-à-dire ça ne concerne pas les banques, les choses comme ça. Donc ces entreprises au sens commun du terme. Les propriétaires des entreprises ont empoché, sous forme de bénéfices distribués, 84 milliards d'euros. Je dirais plus euros, parce que ça va. 84 milliards. Alors, là aussi, c'est un peu abstrait. Si ces 84 milliards, ça représente entre 8 et 9% de la valeur ajoutée de ces entreprises. Il y a de cela une trentaine d'années, justement, avant qu'il y ait ce grand mouvement réactionnaire dont je parlais, les entreprises distribuaient grosso modo 3% de la valeur ajoutée. Et aujourd'hui, elles en distribuent 8, 9, parfois 10%. Alors j'ai fait le calcul suivant. Admettons qu'on ramène les profits distribués au niveau relatif où ils étaient sous un certain Valéry Giscard d'Estaing. J'ai pris exprès Giscard d'Estaing parce que c'était quand même, vous vous en souvenez, un dangereux communiste. Et donc, à cette époque-là, véritablement, vous vous en souvenez très bien, ceux qui sont âgés, les entreprises souffraient terriblement. Les propriétaires, les familles étaient vraiment dans un état terrible. Bon, je plaisante évidemment pas. À l'époque, on distribuait 3% des profits et ça marchait, l'économie française marchait extrêmement bien, il n'y avait pas de chômage, les riches étaient riches, les pauvres étaient pauvres, certes, mais enfin bon, il y avait un taux de croissance de 5%, incidemment, enfin bon. Alors vous faites le calcul, vous ramenez les 84 milliards à 30 milliards et vous distribuez les 55 milliards qui sont distribués en trop. Alors vous allez me dire, 55 milliards, c'est là aussi, c'est un chiffre énorme, c'est abstrait. Vous les distribuez à la moitié des salariés français les moins bien payés dans le secteur privé. Ça fait 500 € net par mois. Alors je reprends le calcul. Il y a 84 milliards de dividendes qui sont distribués. Admettons qu'au lieu d'en distribuer 84, on ne distribue entre guillemets que 30. Ça veut dire quand même un taux de profit distribué de 3%. Comme je dis, c'était celui qui avait cours dans le capitalisme classique.
Et vous retirez les charges sociales, je vais bien dire, hein, vous retirez les charges sociales, vous divisez tout ça par la moitié. Alors la moitié des salariés du secteur privé marchand, ça fait 8 millions de personnes. Vous augmentez 8 millions de personnes de 500 € net, j'ai bien dit net, par mois. Or, économiquement, si je puis dire, vous n'avez rien fait. C'est-à-dire que l'entreprise, pour elle, l'opération est neutre. On n'a pas touché à sa capacité d'investissement, on n'a pas touché au prix de vente de ses produits, on n'a pas touché à sa capacité d'autofinancement, on n'a rien fait d'autre qu'au lieu de donner de l'argent aux propriétaires, on l'a donné aux salariés. Et donc, ça représente, comme je dis, 500 € net par mois. Qu'est-ce qui se passe? Au lieu d'aller acheter des sculptures de Jeff Koons et des tableaux de Francis Bacon, les 8 millions dont vous m'accorderez, qui participent assez peu à la croissance économique du pays, les 8 millions de salariés vont évidemment se mettre à consommer. Alors, je sais qu'ici et ailleurs, la consommation est mal vue. Mais franchement, quand vous gagnez 1 200 € par mois, il ne faut mieux pas aller dire à la personne que la consommation est mal vue, vous risquez d'être assez mal accueilli. Donc, ces personnes qui ont des salaires de 1 200, 1 300 € par mois, qui vont gagner 500 € de plus par mois, vont se mettre à consommer. Et là, ils vont consommer des produits fabriqués, et j'y reviendrai essentiellement en France, j'y vais y revenir à la fin. Et donc, les entreprises françaises qui sont en sous-capacité de production vont pouvoir produire, donc elles vont embaucher, donc, etc. Le chômage va diminuer, les comptes sociaux vont se renflouer, etc. Voilà. Enfin, bon, l'idée simple, c'est vous prenez 55 milliards de profits distribués, vous les remettez finalement sous forme d'augmentation salariale dans l'économie. Bien, ceci étant fait, on va m'objecter, me donner 3 objections que j'entends d'ici, que j'ai déjà entendues. Alors la première, c'est la plus drôle, c'est quoi? Une relance keynésienne? Mais mon pauvre monsieur, vous êtes totalement archaïque, c'est fini tout ça, c'est absolument suranné, enfin c'est n'importe quoi, enfin bon, c'est passé de mode, enfin bon, dans quel monde vous vivez, enfin bon. Ben, une relance, c'est la critique. L'économiste John Maynard Keynes avait, dans les années, la fin des années 30 et le début des années 40, suggéré que dans une situation, que les situations de crise étaient liées, en particulier la crise de 29, étaient liées à des problèmes de sous-consommation, liés à une trop faible rémunération du travail, et donc il suggérait 2 types de relance, une par l'augmentation des revenus salariaux, qui permettait à ce moment-là de relancer la consommation, donc de relancer la production, et une autre par l'augmentation des investissements publics, qui permettait là aussi de relancer la production, les entreprises répondant à la demande d'investissement public. Et donc, on me dit, une relance keynésienne, donc c'est des choses qu'on faisait dans les années 30, c'est Roosevelt, le New Deal, que sais-je, enfin bon, voilà. Mais les gens qui disent ça, les gens que vous voyez tous les jours à la télévision avec M. Calvi ou des choses, tous ces braves gens-là, qui sont tous de brillants professeurs d'économie et incidemment des fonds des pouvoirs de la banque Rothschild, des membres du conseil de surveillance de la banque Lazard, enfin bon, etc. Quel est quelle est leur idéologie? Leur idéologie, elle se résume en un seul mot. Alors, ils appellent ça le néolibéralisme, mais on a bien tort de l'appeler comme ça. Leur idéologie, elle se résume en un seul mot, c'est laisser faire. L'économie ne fonctionne que si on laisse le marché fonctionner librement, il ne faut surtout pas intervenir. Alors d'où ça vient cette expression laisser faire que vous entendez tous les jours, enfin toujours peut-être pas, mais vous entendez souvent. Le laisser faire, c'est le b.a.-ba de l'économie libérale, voilà. On laisse les choses se faire et ça fonctionne tout seul. Bon, surtout, il ne faut jamais que l'État intervienne. Alors je vais vous donner la citation originelle du laisser-faire. Elle date de 1750. Donc, vous voyez, Keynes, on est archaïque de 1950, mais eux, ils sont archaïques de 1750. Elle a été écrite par un monsieur qui s'appelle René-Louis de Voyer de Paulmy, marquis d'Argenson. Je trouve assez chic, quand même. Ça fait mieux que John Maynard Keynes, je trouve. Bon, et je la cite. « Laissez faire,
Telle devrait être la devise de toute puissance publique. Laissez faire, morbleu, laissez faire. Voilà. Et donc voilà les économistes orthodoxes qui ont le culot de nous traiter d'archaïques, alors qu'en fait, ils sont inspirés par des auteurs du XVIIIe siècle. Deuxième objection, alors ça plus sérieux, on va être un peu plus sérieux. L'objection clé est souvent dite, et même, alors ce qui m'attriste beaucoup, dite très souvent à gauche, c'est vous augmentez les salaires, mais ça n'aboutira qu'à gonfler les importations. Bon. Alors, c'est assez curieux parce que, comme on n'a jamais augmenté les salaires, j'y reviendrai, sauf il y a très très longtemps, je ne vois pas par quelle règle économique, par quel constat empirique, quelqu'un peut affirmer que si on augmente les salaires, ça gonfle les importations. On n'a pas d'expérience qui nous permette de le dire. Moi, je suis mathématicien de formation. Si on affirme quelque chose, il faut qu'il y ait des éléments pour le prouver. Ça, c'est une affirmation purement gratuite. Enfin, gratuite. Vu les rémunérations de ces économistes, ça ne va pas être si gratuit que ça. Hein. Donc, je me suis penché là aussi sur la question. Et on observe des choses assez intéressantes. Quand vous regardez la part de la consommation qui est importée, c'est-à-dire la part en valeur des biens et services importés, ça représente 14% de la consommation des ménages. C'est-à-dire que 86% de la consommation des ménages sont des biens et des services produits en France. Les biens et services importés, c'est 14%, pas plus, de la consommation des ménages. Par-dessus le marché, chez les plus pauvres, c'est même pas 14%, c'est 12%, ce qui consomme encore moins de produits importés que les plus riches. Alors, on se dit, tiens, c'est quand même bizarre ce chiffre, nous on a l'impression que tout ce qu'on consomme, ça vient de l'étranger, etc. C'est une idée reçue. Reçue et tellement reçue qu'elle est entretenue évidemment par les reportages aux 20h télévisés, etc., qui ne cessent de nous expliquer que tout ce qu'on consomme vient de Chine. Il faut bien comprendre ce que c'est que la consommation. Les postes les plus importants des budgets des ménages, d'abord c'est le logement, 25% de budget d'un ménage, et je ne parle pas des plus pauvres où c'est bien plus élevé, je suis sur des moyennes. 25% du budget, c'est le logement. Or, le logement, il est très rarement importé, comme vous avez pu le constater. Bon, non mais j'ai l'air de plaisanter, mais c'est sérieux. Donc, c'est véritablement du travail en France. C'est 300 000 entreprises. Et comme vous le savez, depuis des décennies, ce secteur est sinistré. Les seules mesures qu'on prend, c'est de donner de l'argent aux propriétaires pour qu'ils ne payent pas d'impôts. C'est tout ce qu'on fait. Et il y a une pénurie de logements en France qui est cauchemardesque. Bon. Et donc, évidemment, que si, comme je le disais précédemment, on augmentait les salaires, par exemple, de 500 € par mois pour les moins aisés, les plus pauvres, il va de soi que peut-être pourrait-il envisager d'acheter quelque chose ou d'améliorer leur habitat ou des choses comme ça. C'est le premier poste des dépenses sur lequel il dépenserait. Il y a encore 25% du budget des ménages qui est consacré à ce qu'on appelle les services à la personne, au sens large, et les loisirs. Par définition, tout ça, c'est entièrement de la production française. Bien entendu, contrairement à ce qu'on... Toujours pareil, à l'image télévisuelle ou médiatique que l'on peut donner des loisirs des Français, il y a extrêmement peu de Français qui passent leurs vacances à l'étranger. Hein. C'est extraordinairement minoritaire, on ne s'en rend pas compte. Encore faut-il rappeler d'ailleurs que 40% des Français ne prennent pas de vacances, ne risquent pas pour le coup d'aller à l'étranger. Donc là aussi, ce sont des dépenses, et les services à la personne, c'est évidemment des choses qui sont faites sur place. On va aussi rarement se faire couper les cheveux en Chine, enfin à ma connaissance. Bon, donc on est donc frappé par des secteurs qui correspondent à des faibles parties de la consommation, c'est-à-dire l'automobile, l'habillement et l'équipement des foyers, qui représentent une partie minoritaire de la consommation, où là, les importations peuvent représenter jusqu'à 35-40%
des produits, effectivement, pour ce qui est des vêtements ou des automobiles. Mais on n'achète pas une automobile tous les jours, et le vêtement représente moins de 4% du budget des ménages. Donc conclusion, enfin répétition plutôt, une augmentation très forte des salaires ne se traduirait en aucune façon par une augmentation très forte des importations, puisque plus de 80% de la consommation se ferait en France. Le dernier argument que j'entends, qui m'a été rétorqué par des gens tout à fait distingués, c'est « Ah ben oui, mais attendez, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas augmenté les salaires, ça ils reconnaissent. La dernière fois, là c'est vrai qu'il faut un effort de mémoire terrible. La dernière fois, c'était donc, ça me revient, en 1981-82, Mitterrand. Ah ouais? Et ça a été une catastrophe, comme vous savez, vous avez vu le drame, le franc s'est effondré, enfin blablabla. Bon, puisqu'on me le dit, c'est que ça doit être vrai. Je ne peux pas imaginer que, par exemple, la presse diffuse des fausses nouvelles. Quand même, quelle idée. Bon, et donc, mais quand même, j'ai un côté un peu méfiant, donc je suis allé voir. La gauche, on peut dire qu'à l'époque, c'était la gauche. On va être aimable. Enfin, il y avait quand même le Parti communiste qui faisait partie du gouvernement, donc on va dire que c'était la gauche. La gauche au pouvoir en 81, il y a eu une augmentation rituelle, parce que Chirac l'a fait après, Giscard l'avait fait avant, l'augmentation rituelle du SMIC, qui devait s'appeler encore... Oui, ça s'appelait déjà le SMIC. Bon, ça c'est vrai. Mais il n'y a eu aucune espèce d'autre augmentation. Et non seulement il n'y a eu aucune espèce d'autre augmentation, mais en juin 1982, il y a eu quelque chose qui s'appelle le plan de rigueur, qui a consisté d'abord à bloquer les salaires, puis à les diminuer. Et quand vous regardez les chiffres de l'INSEE, vous voyez que le revenu des ménages... C'est bon? Ah oui, non, je croyais qu'il y avait un retour, c'est une moto. Excusez-moi. Le revenu des ménages, en 82, diminue. Alors c'est quand même fort de café de nous expliquer qu'il y a eu une relance en 81-82 et qu'elle a échoué, alors que c'est le contraire. Il y a eu une baisse de la rémunération salariale en 82. Alors qu'évidemment qu'elle a échoué. Et il est quand même il faut avoir un certain culot pour l'utiliser comme contre-argument sur le fait que l'augmentation des salaires créerait une catastrophe, puisque précisément à cette époque-là, il n'y en a pas eu. Alors vous allez me dire, il y a quand même un moment, il y en a eu. Donc je ne suis pas remonté jusqu'en 1936, mais je suis remonté jusqu'à ma jeunesse, ça fait toujours plaisir. Donc c'était en mai 1968, voyez-vous. Et donc, en mai 1968, fin mai, les accords de Grenelle aboutissent à une hausse de 35% du salaire minimum, de 56% pour les salariés agricoles, de 14% dans la fonction publique et de 10% pour l'ensemble des salaires, plus l'augmentation de 14% du minimum vieillesse. Alors moi, je veux bien qu'on m'explique que mai 68, c'était des rigolos étudiants qui faisaient je sais pas quoi, mais ça, c'est quelque chose quand même. Ça n'a pas été seulement une plaisanterie de barricade au petit matin. Ça, c'est l'effet de quelque chose, d'un grand mouvement populaire. Donc, vous allez me dire, puisque j'ai trouvé le moment où il y a eu véritablement une énorme augmentation des salaires, qu'est-ce qui s'est passé après? Ça a dû être une catastrophe, évidemment. Eh bien non. Le chômage était de 2,4%, le taux de chômage était de 2,4% en 68. Que croyez-vous qu'il advint? En 1969, il est descendu à 2,1%. Et les effets sur l'économie globale de la croissance, le taux de croissance en 1969 est de 7%. 7%. C'est pratiquement le taux, à part après-guerre, le plus élevé de toute l'histoire de France. Et donc, là, pour le coup, il y a eu une injection terrible dans la rémunération du travail. Donc, il y a eu des milliards qui ont été injectés sous forme de consommation des ménages. Résultat, chômage qui était déjà presque inexistant a encore baissé. Et la croissance de 7%. Et aucun effet négatif à court terme. Alors après, on nous dit « Ah oui, mais attendez, vous plaisantez, il y a eu une inflation astronomique. » C'est totalement faux. L'inflation astronomique date de 1974, c'est-à-dire d'après la crise pétrolière de 1973. Elle n'est en aucune façon le résultat de 1968, en aucune façon.
De même, je viens encore de lire, je sais pas, dans le Monde diplomatique, malheureusement, une phrase indiquant, à propos de Keynes, dont on me posait la question, parce qu'il y a une double page dans le Monde diplomatique ce mois-ci sur les économistes, enfin les pensées économiques. Et qu'est-ce que je lis? Que la pensée keynésienne a fait son temps, dans le Monde diplomatique quand même. Hein. Alors, qu'est-ce que ça va être dans les Échos, hein? Bon, a fait son temps parce que à la fin des années 60, on est entré dans ce qu'on a appelé la stagflation, c'est-à-dire la stagnation économique et l'inflation. Moi, j'ai étudié les années 60, la fin des années 60, on y est, 68, 69. Stagnation économique, 7% de taux de croissance. Et dans le monde entier, la croissance, elle est de l'ordre de 4 à 5%. Inflation, à la fin des années, de ces années-là, aucune trace, aucune trace. Là, il y a des taux d'inflation qui sont plus élevés qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, c'est une politique monétaire incroyable. Mais vous avez des taux d'inflation de 3 à 5%, grand maximum, avec des variations. Bon, mais rien, aucun phénomène global. Il faut attendre 73 et la crise pétrolière pour qu'il y ait stagnation et inflation. Ça n'a aucun rapport avec les politiques keynésiennes. C'est une honte absolue d'expliquer que les politiques keynésiennes se sont heurtées à la stagnation et à l'inflation. C'est un pur mensonge. Voilà. Donc tout ça pour conclure que si on veut augmenter les salaires, eh ben, le dernier exemple, c'est mai 68. Et donc j'appelle à ce que le plus tôt possible, une grève générale avec l'occupation des entreprises nous permette enfin de relancer l'économie française.